La géonumérologie est une extension de la numérologie vers la géométrie sacrée et la psychologie des profondeurs. Inspirée de la numérologie antique pythagoricienne, elle utilise la visualisation géométrique des nombres pour constituer une cartographie de la personnalité. Découverte de cette approche avec son fondateur, Christophe Gentil. Là, c'est la triquetra. Donc c'est un symbole celtique en fait, qui est un symbole du 3 en 1, et justement des trois mondes, parce qu'on peut disposer ces trois cercles de manière verticale. Et on a Deus, Homo, Natura, donc les trois mondes, spirituels, psychiques et physiques. Et là, le tétraèdre, là c'est le symbole du feu pour Platon, donc est constitué de 4 faces triangulaires. C'est le premier solide de troisième dimension. Au départ, c'était sur les systèmes symboliques. Je travaillais sur la visualisation graphique des systèmes symboliques et je me suis très vite rendu compte qu'il y avait un point commun à tous ces systèmes, c'était le nombre. Si on regarde l'alchimie, là on est basé sur le nombre 3, les 3 principes. Quand on parle de magie, là on est basé sur les 4 éléments, les 72 génies. Quand on parle d'astrologie, ça va être les 7 planètes, les 12 signes, les 36 décans. Donc on s'aperçoit quelque part que le nombre est le squelette invisible qui est à l'intérieur de chacun de ces systèmes symboliques. C'est que le nombre en soi est une force cosmique quelque part. C'est une idée, c'est un pouvoir, c'est une loi qu'on ne peut pas résumer uniquement par le chiffre. Il y a une grande différence. En fait, le nombre, à l'époque, à la naissance de l'écriture, il y a moins 3000 ans avant Jésus-Christ, on utilisait les petits cailloux pour compter. Donc un petit caillou, deux petits cailloux. Ensuite, avec l'arrivée des alphabets grecs et hébreux, on a utilisé les lettres de l'alphabet pour désigner les nombres. Donc on utilisait alpha, bêta, gamma en grec pour désigner les nombres 1, 2, 3, les nombres. Et après seulement les chiffres tels que nous les connaissons, 1, 2, 3, 4, sont arrivés finalement, je crois c'est vers le XVIIe siècle, avec la généralisation de l'imprimerie. Donc il ne faut pas confondre le chiffre ou la lettre avec le nombre en fait, parce que le nombre est beaucoup plus que ça. Je pense que je suis tombé dedans quand j'étais tout petit, finalement. Je me suis toujours intéressé aux chiffres, mais surtout à leur aspect graphique, en fait, à travers les symboles. En fait, j'étais passionné par les symboles de l'alchimie, de la magie. J'avais un boulot qu'on pourrait qualifier d'en or. Beaucoup de gens aimeraient avoir ce métier-là. Et au bout de 10 ans, je sentais vraiment un manque par rapport à ce que je devais faire, me réaliser en tant que tel. Et j'ai décidé de tout plaquer en 2008. J'ai vendu mes parts et je suis venu m'installer à Aix-en-Provence. Donc j'ai écrit un bouquin, je l'ai envoyé à pas mal d'éditeurs et la seule réponse que j'ai obtenue, c'est « mais il n'y a pas de marché pour ce type de recherche ». Alors je me suis dit, je vais essayer de faire ça par moi-même et j'ai fait un e-book qui avait pour objectif finalement de retraduire la langue des nombres de Pythagore. La numérologie, elle, en fait, calcule la valeur numérique d'un nom et ensuite propose une interprétation en fonction du nombre obtenu. La géonumérologie, elle fait appel à la géométrie, et notamment à la géométrie sacrée, et donc transforme le nombre en symbole et ensuite en tire son interprétation. Il y a 3 termes, la géo, donc géométrie, numéro pour le nombre, et la logie, le lien qui existe entre le nombre et la forme, en utilisant un alphabet très simple de manière géométrique, que nous a d'ailleurs fourni Pythagore, puisque c'est lui qui associe le point géométrique au nombre 1, la ligne au nombre 2, le triangle au nombre 3, et non pas le carré au nombre 4, mais le tétraèdre, qui est le premier volume de 3e dimension. Donc en fait, Pythagore nous donne un alphabet qui nous permet de reconstruire le nombre sur la base de sa décomposition, c'est-à-dire en y intégrant l'ensemble de ses composants. La géonumérologie se base finalement sur la manière dont est constitué le nombre, quels sont ses composants en fait. Et donc la manière de le représenter visuellement sous forme d'un symbole, puisqu'on peut représenter n'importe quel nombre en fonction du nombre d'unités qu'il contient. Prenons un exemple, par exemple, du nombre 4. Le nombre 4, par exemple, peut s'obtenir, la première manière, c'est 1 plus 3. Ensuite, on peut l'obtenir de manière 2 plus 2. Et enfin, 4 plus 0. Et nous allons voir que cette décomposition, qui est la clé de base de la numérologie, va nous donner
la clé de visualisation des nombres géométriques en fonction de ces équations. Donc en fait, pour résumer cette petite partie, en fait on distingue au départ un nombre, par exemple le 58, qui est le nombre total, on le réduit à 5 plus 8, on tombe sur 13, qui est finalement le nombre source, dont la décomposition 1 plus 3 donne 4. Et là, nous avons tous les éléments qui vont nous permettre ensuite d'analyser les nombres, 1 en fonction de leurs composants et 2 en fonction de leur localisation dans la matrice des trois mondes. Pythagore, lui, a inventé bien entendu la réduction à 9 nombres, qui était la base de la numérologie. Mais il a aussi retraduit ça d'un point de vue philosophique, puisque c'est lui-même l'inventeur du terme philosophie, du terme de mathématiques ou de cosmos, en positionnant les nombres dans 3 mondes. Le monde archétype, le monde des idées, le monde invisible avec les nombres 1, 2, 3. Le microcosme ou petit monde, c'est-à-dire l'homme avec les nombres 4, 5, 6, et enfin le nombre naturel, le nombre de l'univers, avec les nombres 7, 8 et 9. Et là, on rentre vraiment dans l'essence même des nombres, où on s'aperçoit que la localisation du nombre nous renseigne beaucoup sur ses caractéristiques, en fait. Donc en fait, la grande différence de la géonumérologie avec la numérologie, c'est d'adopter une démarche systémique, en fait, où les relations entre éléments au sein de la structure sont plus importantes que les éléments eux-mêmes, en fait. C'est le lien entre nombres ou entre symboles qui produit du sens, quelque part. Alors, pour le 1, c'est très simple, puisqu'on a vu, en fait, que pour le 1, il n'y avait qu'une seule décomposition. C'est 1 plus 0. Et on sait que 1, c'est un point, et 0, c'est un cercle. Donc si on additionne un point et un cercle, on obtient un cercle pointé. En fait, c'est ça, c'est le premier homme des cavernes. À un jour, il a trouvé un truc comme ça, puis il s'amusait avec, comme ça, et puis en faisant ça, à un moment, il a défini un cercle. Tu vois, il a fait un cercle par terre, et il s'est dit, c'est bizarre ça. Le jour, je vois ce soleil qui fait un demi-cercle, et puis il disparaît pendant la moitié du temps, et je le vois réapparaître de l'autre côté. Et c'est simplement en essayant de reproduire finalement les cycles naturels qu'il a développé cette notion du cercle, et cette notion de circularité et de cycle, parce qu'il le retrouvait finalement dans ce quotidien naturel. Le nombre 1, c'est l'unité d'un monde. Mais l'unité d'un monde a différentes octaves. Ça peut commencer avec le Big Bang. L'unité d'un monde, c'est aussi notre Soleil. L'unité d'un monde, c'est chacun de nous-mêmes. C'est le cercle, c'est le symbole du soi. Mais c'est aussi l'unité cellulaire, l'unité atomique. Donc vous voyez, le nombre 1 est beaucoup plus que le chiffre 1 qui sert à ses représentations. Après la théorie, nous allons prendre un cas pratique. Donc nous avons essayé de trouver une personne qui était un petit peu connue de tout le monde pour pouvoir se faire une idée. Et nous avons choisi de faire le profil de Greta Thunberg. Donc cette jeune activiste écologique qui passe beaucoup sur les médias en ce moment. Donc en se basant sur la table alpha numérique, on peut attribuer à chaque lettre sa valeur numérique. Donc G égale 7, R égale 9, E égale 5, T égale 2, A égale 1. Donc là, on obtient un total de 24. Donc 24 sera le nombre actif. Si on fait la somme des lettres du nom, donc T2, H8, U3, N5, B2, E5, R9, G7, si on fait le total, on arrive à 41. Donc ça, on aura le nombre héréditaire. Mais on voit déjà donc que là, la décomposition, c'est 2 plus 4, et qu'ici, on a la décomposition 1 plus 4. Si on prend notre alphabet, on obtient 2, une ligne, plus 4 est sous forme de 2 lignes, et on va obtenir la croix à 6 branches. Si on obtient 1 plus 4, on va obtenir 1 plus 1 carré égale une pyramide. C'est la façon dont se construisent les nombres pyramidaux.
La numérologie est constituée de 5 nombres personnels. Donc, nous avons d'abord le nombre héréditaire qui représente en fait le bagage génétique de l'individu, en fait, l'éducation qu'il a reçue, les grandes valeurs qui lui ont été transmises. Et puis, on a également, toujours dans l'aspect inconscient, le nombre intime, lui qui est constitué avec les voyelles du nom. Donc 5 et 1, 6, et 3, 9, et 5, 14. Donc on a un nombre intime qui a les mêmes composants que le nombre 41. Donc on s'aperçoit que le nombre héréditaire est identique au nombre intime. Alors il s'agit d'une pyramide, c'est-à-dire qu'en fait elle vit totalement sous la dépendance, je dirais, psychologique, ou avec en tous les cas le modèle parental en tête. C'est-à-dire qu'elle n'a pas, elle, comment dire, elle n'a pas quelque chose de très personnel en intime, ça passe par la reconnaissance de sa famille, car la pyramide, en fait, est un signe de reconnaissance matérielle, mais aussi d'élévation sociale. Et donc, pour connaître le nombre d'expressions, c'est soit l'addition du nombre actif plus héréditaire, donc 24 plus 41 égale 65. Et donc, le nombre de Greta Thunberg est égal à 6 plus 5 égale 11, égale 1 plus 1 égale 2. Sachant que 1 se représente par un point ou un cercle pointé, plus un autre cercle pointé, et l'on obtient le symbole de la Vesica Piscis, qui était l'ancien symbole ancestral du Christ au 1er et 2e siècle. Alors, considéré comme maître nombre en numérologie, mais comme nombre égoïste par Pythagore, puisque c'est un nombre qui est formé d'un chiffre qui se regarde en face, qui se regarde lui-même en face. Et donc, c'est toute la difficulté justement de ce symbole d'expression, c'est de trouver la bonne distance par rapport à l'autre, de ne pas non pas chercher à faire fusionner les deux cercles l'un sur l'autre, ça c'est la passion, et faire en sorte que ces deux cercles ne soient pas trop distendus, parce que là on n'a plus du tout d'empathie pour l'autre. Donc en fait on arrive à définir les différents symboles de Greta Thunberg qui forment en fait sa croix symbolique. Sachant que plus on a de symboles différents, plus le jeu est riche, c'est-à-dire que plus on a de potentialités. Là, en fait, Greta Thunberg ne possède que 3 des 9 premiers nombres. Elle possède le 2, le 5 et le 6, alors qu'un profil complet peut posséder jusqu'à 5 nombres différents. Ce qui montre bien effectivement l'attache entre l'intime, c'est-à-dire ses besoins les plus profonds, et son attache familiale, et le fait de se réaliser par ses moyens d'expression, et notamment par l'émotion, et notamment par la parole, par le verbe, par l'air. Si on regarde un petit peu au niveau des 5 symboles, on voit que sa dominante d'action sera essentiellement au niveau de l'émotionnel. Donc, et elle est introvertie à 60%, et basée sur la raison à 60%. Donc ça, c'est l'aspect personnalité qui nous est donné par les symboles. Et alors, au niveau aspect individualité, c'est de voir où sont positionnés ces nombres. Eh bien, elle a son nombre d'expression qui est positionné dans le monde divin, donc à l'emplacement du nombre 2, qui, quelque part, est le symbole de la mère, l'archétype de la mère soignante qui prend soin de ses petits, qui a beaucoup d'empathie. Mais par contre, elle a 4 autres symboles qui sont situés dans la ligne du moi, c'est dans la ligne de l'ego, dans le moi conscient qui pense, qui ressent et qui agit. Et aucun lien dans le monde de la collectivité. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui vit un petit peu en vase clos et qui vit surtout, mais alors totalement sous la dépendance affective de ses parents. Et qui n'a pas en soi une grande confiance en soi, puisqu'elle n'a aucun nombre dans la colonne 1, 4, 7 non plus. Donc ni dans la ligne 7, 8, 9. Ce qui fait que son profil est quand même assez en excès, puisqu'on voit qu'elle n'a que 3 cases d'occupées, alors qu'elle pourrait très bien en avoir 5. C'est-à-dire elle peut faire 2, 5, 9 ou 2, 6, 9. Et ça, quelque part, c'est les 2 chemins qui lui sont le plus favorables. L'un est le chemin des philanthropes et l'autre le chemin des soignants. Donc effectivement, on n'est pas très loin finalement de sa vocation.
Alors l'apport concret de la numérologie, en fait, ça permet de répondre finalement aux grandes questions fondamentales. Qui suis-je, d'où je viens, où je vais, les questions que se sont posées les hommes depuis la nuit des temps. Et en fait, elle répond un peu à la citation de Socrate qui dit « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Donc en fait, elle permet de se connaître en profondeur, de connaître réellement quels sont ses besoins intimes, quelle est la force qui nous pousse intérieurement. Elle nous permet également de voir quelle est la part de notre attache parentale, notre bagage génétique, ce pourquoi on est fait, nos différentes qualités. Mais ce qu'elle apporte en plus, c'est l'aspect individuation qu'on retrouve dans la psychologie de Jung, à savoir ce pourquoi on est fait. Parce qu'on a tous en fait des qualités propres qui font de nous un individu unique, c'est bien ça, individu unique. Et le but de la géonumérologie, c'est de faire correspondre les capacités de l'individu finalement avec sa véritable vocation. Donc en fait, pour résumer, je dirais que la géonumérologie, ça permet de ne pas perdre 10 ans à paraître quelqu'un qu'on n'est pas. En fait, c'est ça, c'est tout de suite essayer de réaliser ces idéaux concrètement dans la matière, de réunir le haut et le bas finalement.